reprenons cette grande aventure de l'amiral Benbow et de Jim. Alors, previously, dans les épisodes précédents, de toute façon, les épisodes précédents, grosso modo, soit vous les avez lus, soit, écoutez, vous les avez déjà écoutés. Alors, il n'y a pas de Z à la fin de déjà, donc déjà écouté. C'est une vilaine faute, d'accord. Chapitre 5, Chapter 5, la fin de l'aveugle. Et pas la fin de Jean, j'ai fait un miam miam, non, la fin, c'est-à-dire la fin, mort. Ma curiosité, du reste, l'emporta sur ma peur. Je me sentis incapable de rester dans ma cachette et, rampant à reculons, je regagnis la berge. De là, dissimulé derrière une touffe de genêts, c'est-à-dire un petit arbre, j'avais vu sur la route jusque devant notre porte. À peine étais-je installé que mes ennemis arrivèrent au nombre de 7 ou 8, dans une course rapide et désordonnée. L'homme à la lanterne les précédait de quelques pas. 3 couraient de front, d'avant, se tenant par la main, un petit peu comme à la petite école primaire, tu vois. Et au milieu de ce trio, je devinais, malgré le mendiant aveugle. Un instant plus tard, sa voix me prouvait que je ne me trompais pas. « Enfoncez la porte !» cria-t-il. « On y va, monsieur !» répondirent 2 ou 3 des sacripants qui s'élancèrent vers l'amiral Benbow, suivis du porteur de la lanterne. Je les vis alors faire halte, et les entendis converser à mi-voix, comme s'ils étaient surpris de trouver la porte ouverte. Mais la halte fut brève, car l'aveugle se remit à lancer des ordres. Il levait et grossissait le ton, brûlant d'impatience et de rage. « Entrez, entrez donc !» cria-t-il, en les injuriant pour leur lenteur. Là, il n'y a pas marqué les injures, mais bon, si vous avez du vocabulaire, vous pouvez les adjoindre. 4 ou 5 d'entre eux obéirent, tandis que 2 autres restaient sur la route avec le redoutable mendiant. Il y eut un silence, puis un cri de surprise, et une exclamation jaillit de l'intérieur. « Bill est mort !» Mais l'aveugle maudit à nouveau leur lenteur. Il hurla. « Que l'un d'entre vous le fouille, tas de fainéants, et que les autres montent chercher le coffre !» Je les entendis se ruer dans notre vieil escalier, avec une violence à ébranler toute la maison. Presque aussitôt, de nouveaux cris d'étonnement s'élevèrent. La fenêtre de la chambre du capitaine s'ouvrit avec fracas dans un cliquetis de carreaux cassés, et un homme apparut, dans le clair de lune, la tête penchée d'en haut, et interpella l'aveugle sur la route. « Pou !» ou « Pou !» comme « Pou die why !» sur Internet. « Pou !» cria-t-il. « On nous a devancés. Quelqu'un a retourné le coffre de fond en comble. »« Est-ce que la chose y est ?» rugit Pou. « Oui, l'argent y est. » Mais l'aveugle envoya l'argent au diable. Ça veut dire qu'en fait, il dit « je m'en fous ». « Le paquet de Flint, je veux dire. »« Nous ne le trouvons nulle part, » répliqua l'individu. Je pense que je vais faire les voix version dessin animé japonais. « Hé, ceux d'en bas, est-il sur Bill ?» cria de nouveau l'aveugle. Là-dessus, un autre personnage, probablement celui qui était resté en bas à fouiller le cadavre du capitaine, parut sur le seuil de l'auberge. « Bill a déjà été fouillé. Ses poches sont vides. » Et là, il se transforme en Super Saiyan. Non, je plaisante. Ce sont ces gens de l'auberge. C'est ce gamin. Ah, que ne lui aurais-je arraché les yeux, cria l'aveugle. Ça tombe bien pour un aveugle. Arracher les yeux. On peut rire. Ils étaient ici il n'y a qu'un instant. La porte était verrouillée quand j'ai essayé d'entrer. Cherchez partout, garçons, et trouvez-les-moi. C'est juste. À preuve qu'ils ont laissé leur camoufle ici, cria l'homme à la fenêtre. Grouillez donc, chambardez la maison, mais trouvez-les-moi, réitéra Pou die why en battant la roue de sa canne. Alors, du haut en bas de notre vieille auberge, il se fit un grand tohu-bohu, beaucoup de bruit, de lourdes semelles courant çà et là, de meubles renversés et de portes enfoncées, à réveiller tous les échos du voisinage. Puis, nos individus reparurent l'un après l'autre sur la route, déclarant que nous étions introuvables. Mais, à cet instant, le même sifflet qui nous avait inquiétés, ma mère et moi, alors que nous étions à compter l'argent du défunt capitaine, retentit dans la nuit, répété par 2 fois. J'avais cru d'abord que c'était là un signal de l'aveugle pour lancer ses troupes à l'assaut. Mais je compris cette fois que le son provenait de la hauteur, vers le hameau, et, en jugé par son effet sur les flibustiers, il les avertissait de l'approche du péril. « C'est encore Dirk, dit l'un. « 2 coups, les gars, il s'agit de décaniller. » Alors décaniller, c'est du vocabulaire argotique pour dire décamper, partir. « De décaniller, capon !» s'écria Pou. « Dirk,
n'a jamais été qu'un lâche imbécile. Ne vous occupez pas de lui. Il doit être tout près. Impossible qu'il soit loin. Vous les avez à portée de la main grouillés et cherchez après. Tas de salauds. Le diable est mon âme. Ah, si j'y voyais. Cette harangue, on va dire une motivation, ne resta pas sans effet. Deux des coquins se mirent à chercher ça et là parmi le saccage, mais plutôt à contre-cœur, et sans cesser de penser à la menace de danger. Les autres restèrent sur la route, irrésolus, ne sachant pas quoi faire. Vous avez sous la main des milles et des milles, tas d'idiots, et vous hésitez. Vous serez riches comme des rois si vous trouvez l'objet. Vous savez qu'il est ici, vous tirez au flanc. Pas un de vous n'eût osé affronter Bill. Et je l'ai affronté, moi, un aveugle. Et je perdrai ma chance à cause de vous. Je ne serai qu'un pauvre abject mendiant au verre de rhum, alors que je pourrais rouler carrosse. Si vous aviez seulement le courage d'un cancrelat qui ronge un biscuit, vous les auriez déjà empoignés. « Au diable, pouh !» grommela Alain. « Nous tenons les doublons !» c'est-à-dire le fric. « Ils auront caché ce sacré machin, dit un autre. Allez, prends les Georges, la thune. Pouh ! Et ne reste pas ici à beugler. » C'était le cas de le dire, tant la colère de Pou s'exaltait devant ses objections. Alors une objection, c'est quand on dit non, et la colère de Pou qui s'exaltait, ça veut dire qu'en fait, le mec, plus on lui dit non, plus en fait il s'énerve. À la fin de la rage le domina tout à fait. Il se mit à taper dans le tas au hasard, et son bâton résonna sur plusieurs crânes. De leur côté, les malandrins, sans pouvoir réussir à s'emparer de l'arme et à la lui arracher, agonisaient leur tirant d'injures et d'atroces menaces. Cette rixe, c'est-à-dire cette bataille, fut notre salut. Elle durait toujours lorsqu'un autre bruit se fit entendre, qui provenait de la hauteur, du côté du hameau. Un bruit de chevaux lancés au galop. Presque en même temps, l'éclair et la détonation d'un coup de pistolet jaillirent d'une haie. C'était là, évidemment, le signal du sauve-qui-peut, car les flibustiers prirent la fuite aussitôt et s'encoururent chacun de leur côté, si bien qu'en une demi-minute, ils avaient tous disparu, sauf Pou. L'avait-il abandonné dans l'émoi de leur panique, ou bien pour se venger de ses injures et de ses coups? Je l'ignore. Le fait est qu'il demeura seul, affolé, tapotant au hasard sur la route, cherchant et appelant ses camarades. Finalement, il prit la mauvaise direction et courut vers le hameau. Il me dépassa de quelques pas tout en appelant « Johnny, Chien Noir, Dirk !» et d'autres noms. « Vous n'allez pas abandonner votre vieux Pou, camarade, votre vieux Pou !» À cet instant, la cavalcade débouchait sur la hauteur, et l'on vit, au clair de la lune, 4 ou 5 cavaliers dévaler la pente au triple galop. Pou comprit son erreur. Avec un grand cri, il se détourna. À partir de ce moment-là, je vais prendre un petit peu un accent anglais pour qu'on puisse bien saisir. Se détourna et courut droit au fossé dans lequel il s'abattit. Il se remit sur un pied en une seconde et s'élança de nouveau, totalement affolé, en plein sous les sabots du cheval le plus proche. Le cavalier tenta de l'éviter, mais ce fut en vain. Avec un hurlement qui résonna dans la nuit, Pou tomba, et les 4 fers le heurtèrent et le martelèrent au passage. Il roula sur le côté, puis s'affaissa mollement, la face contre terre, et ne bougea plus. Je bondis en hélant les cavaliers. Ils s'étaient arrêtés au plus vite, horrifiés de l'accident. Je les reconnus bientôt. L'un qui suivait les autres à distance était ce gars du hameau, qui avait couru chez le docteur Livesey. Les autres étaient des officiers de la douane qu'ils avaient rencontrés sur son chemin, et qu'ils avaient eu le bon esprit de ramener aussitôt. Les bruits concernant le chasse-marée de la cale de Kit étaient parvenus aux oreilles de l'inspecteur Dance, et l'avaient amené ce soir-là de notre côté. C'est à ce hasard que ma mère et moi nous dûmes d'échapper au trépas. Le trépas, c'est la mort. Pou était mort. Pou died. Enfin, un peu comme le youtubeur, tu vois. Pou die, bye. Tu peux faire un jeu de mots avec mort et die. Enfin, je trouve ça sympa. Bien. Pou était mort. Et bien mort. Ils avaient fait, je pense, limite du pâté croûte de son visage, je crois. Quant à ma mère, une fois transportée au hameau, quelques gouttes d'eau froide et des sels eurent vite fait de la ranimer. Des sels, c'est pas des sels pour saler un plat, hein. C'est des petits cristaux qui sentent extrêmement fort et qui servent à te ranimer quand t'es KO. Cependant, l'inspecteur galopait à toute vitesse jusqu'à la cale de Kit.
Mais ces hommes durent mettre pied à terre et descendre le ravin à tâtons, en menant leurs chevaux et parfois en les soutenant, le tout dans la crainte d'une surprise. En plus, c'est la nuit, vous imaginez bien. Aussi, quand ils atteignirent la cale, le chasse-marée avait déjà pris la mer. Comme il était encore tout proche, l'inspecteur le héla. Ça veut dire qu'en fait, il lui parle d'une voix forte. Une voix lui répondit qu'il eut à se garer du clair de lune s'il ne voulait recevoir du plomb. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il s'écarte parce que sinon, ils vont lui tirer dessus, les pirates. En même temps, une balle siffla, lui raflant le bras. Peu après, le chasse-marée doubla la pointe. Ça ne veut pas dire qu'elle double, qu'elle va à 130 à l'heure sur l'autoroute. Non, doubler, ça veut dire qu'elle contourne la pointe. Doubla la pointe et disparut. Mr. Dance resta là. Et dansa, bien comme on peut faire un jeu de mots, j'arrête. Mr. Dance resta là, selon son expression, comme un poisson hors de l'eau, et il dut se contenter de dépêcher un homme à B. B, c'est un lieu, pour avertir le cotre de la douane. Il ajouta: c'est d'ailleurs bien inutile, ils ont filé pour de bon, et la chose est réglée. À part cela, je me félicite d'avoir marché sur les cordes de M. Poe, car à ce moment, il avait ouï mon récit. Oui, entendu. Je m'en retournai avec lui à l'amiral Benbow. On ne peut imaginer l'état de saccage où se trouvait la maison. Dans leur chasse frénétique, ces gredins avaient jeté bas jusqu'à l'horloge, et bien qu'ils n'eussent rien emporté que la bourse du capitaine et la monnaie du comptoir, je vis d'un coup d'œil que nous étions ruinés. Mr. Dance, lui, ne comprenait rien au spectacle. « Ils ont trouvé l'argent, dites-vous, Hawkins. Alors que diantre cherchaient-ils? D'autre argent, je suppose. »« Non, monsieur, je ne pense pas, répliquai-je. Au fait, monsieur, je crois avoir l'objet dans ma poche, et à vrai dire, j'aimerais bien le mettre en sûreté. »« Bien entendu, mon petit. C'est trop juste, je vais le prendre si vous voulez. »« Je songeais que peut-être le docteur Livesey, commençai-je. »« Parfaitement juste, approuva-t-il. Parfaitement. C'est un galant homme et un magistrat. Et maintenant que j'y pense, je ferais bien d'aller de ce côté, moi aussi, pour rendre compte à lui et au chevalier. Maître Poe est mort, après tout. Non pas que je le regrette, mais il est mort, voyez-vous. Et les gens ne demanderaient pas mieux que de se servir de cela contre un officier des douanes de Sa Majesté. Oh donc, Hawkins, si vous voulez, je vous emmène. Je le remerciai cordialement de son offre, et nous regagnâmes le hameau où se trouvaient les chevaux. Le temps d'aviser ma mère, et toute la troupe était en scène. « Dugger !» dit Mr. Dance à l'un de ses compagnons. « Vous avez un beau cheval. Prenez ce garçon en croupe. » Dès que je fus installé, me tenant au ceinturon de Dugger, l'inspecteur donna le signal du départ, et l'on se mit en route, au grand trot, vers la demeure du docteur Livesey. Les papiers du capitaine, chapitre 6. Bonjour capitaine, oui monsieur, vous avez vos papiers? Je les ai oubliés chez moi. Ah, eh bien vous allez nous suivre au poste monsieur. Passé cette introduction d'un humour tout à fait relatif, nous allons pouvoir attaquer le texte. Nous allâmes bon train, chou-chou, jusqu'à la porte du docteur Livesey, où l'on fit halte. La façade de la maison était plongée dans l'obscurité. Monsieur Dance m'ordonna de sauter à bas et d'aller frapper, et Dugger me prêta son étrier pour descendre. La porte s'ouvrit aussitôt, et une servante parut. « Est-ce que le docteur Livesey est chez lui ?» demandai-je. Elle me répondit négativement. Il était rentré dans l'après-midi, mais il était ressorti pour dîner au château et passer la soirée avec le chevalier. « Eh bien, garçon, allons-y, » dit Mr. Dance. Cette fois, comme la distance était brève, je restai à pied et courus auprès de Dugger, en me tenant à la courroie de mon étrier. On passa la grille et on remonta l'avenue aux arbres dépouillés entre... Je reprends. Oui, parce que les voisins ont sonné, tout ça, c'est un peu compliqué. On a une vie sociale, des fois, de temps en temps, les profs. Bon, alors je reprends. Nous suivîmes le valet... Alors, donc, ils sont rentrés dans la maison, tout est bien, etc. Nickel. Bon, nous suivîmes le valet le long du corridor, tapissé de nattes, et pénétrâmes enfin dans une bibliothèque spacieuse, aux multiples rayons, chargés de livres et surmontés de bustes, où le chevalier et le docteur Livesey fumaient leurs pipes, assis aux deux côtés d'un feu ronflant. Je n'avais jamais vu le chevalier d'aussi près. C'était un homme de haute taille, dépassant 6 pieds, c'est-à-dire grand, et de carrure proportionnée. Ça veut dire qu'en fait, c'est un bon rugbyman qui est grand et il n'y a pas de truc qui est plus petit qu'un autre. À la mine fière et brusque, au visage tanné,
C'est-à-dire que comme quand vous voyez les marins, je pense, qui sont sur la côte et qui ont le visage buriné par le soleil et par le sel, bah, c'est à peu près ça. Coupe rosée, c'est-à-dire il a un peu de rose sur les joues et ridé par de nombreuses pérégrinations. Alors, les pérégrinations, c'est des aventures. C'est un mot compliqué pour dire qu'il a beaucoup vadrouillé, le mec. Ses sourcils très noirs et très mobiles lui donnaient un air non pas méchant, à vrai dire, mais plutôt vif et hautain. « Entrez, monsieur Dance, dit-il avec une majesté familière. « Bonsoir, Dance, fit le docteur avec un signe de tête. Et bonsoir aussi, ami Jim. Quel bon vent vous amène. » L'inspecteur, dans son attitude militaire, débita son histoire comme une leçon. Et il fallait voir les deux messieurs avancer la tête et s'entre-regarder, si surpris et attentifs qu'ils en oubliaient de fumer. Lorsque le narrateur leur conta le retour de ma mère à l'auberge, le docteur Livesey se donna une claque sur la cuisse. Là, je peux le faire parce que j'ai pas besoin de me lever du canapé. Et le chevalier cria « Bravo !» en cassant sa longue pipe contre la grille du foyer. C'est dommage, c'était une pipe qu'il avait achetée vachement cher. Tel était, on s'en souviendra, le nom du chevalier. Non, j'ai oublié un truc. Bien avant la fin du récit, Monsieur Trelawney, T-R-E-L-A-W-N-E-Y, tel était, on s'en souviendra, le nom du chevalier, s'était levé de sa chaise et arpentait la pièce. Le docteur, comme pour mieux entendre, avait retiré sa perruque poudrée, ce qui lui donnait, avec son crâne aux cheveux noirs et tondus, l'aspect le plus singulier. « Monsieur Dance, lui dit le chevalier, vous êtes un très digne compagnon. Pour le fait d'avoir passé sur le corps de ce sinistre et infâme gredin, c'est à mon sens une œuvre pie, respectueuse. Monsieur, comme c'en est une d'écraser un cafard. Notre petit Hopkins est un brave, à ce que je vois. Hopkins, voulez-vous sonner? Monsieur Dance boira bien un verre de bière. » Alors on sonne, ça veut dire qu'en fait à l'époque dans les grandes maisons bourgeoises, tu avais des petites sonnettes ou des petits cordons et en fait ça faisait sonner une petite clochette dans le bas de la maison, dans les cuisines où tu avais des domestiques qui s'occupaient de préparer à manger, etc. Et quand tu les sonnais, ça voulait dire qu'il fallait venir, donc généralement selon les heures ils savaient ce qu'ils avaient à faire, mais en l'occurrence là c'était pour boire l'apéritif quoi. Ainsi donc, Jim interrogea le docteur, vous avez l'objet qu'il cherchait, n'est-ce pas? Le voici, monsieur. Et je lui remis le paquet de toile cirée. Le docteur l'examina en tous sens. Visiblement, les doigts lui démangeaient de l'ouvrir, mais il s'en abstint, et le glissa tranquillement dans la poche de son habit. « Chevalier, dit-il, quand Dance aura bu sa bière comme de juste, il va reprendre le service de sa majesté. Mais j'ai l'intention de garder Jim Hawkins. Il passera la nuit chez moi. En attendant, il faut qu'il soupe. »« Bien volontiers, Livesey, » répliqua le chevalier. En conséquence, un copieux ragoût de pigeon me fut servi sur une petite table et je mangeai avec appétit, car j'avais une faim de loup. Vous avez vu le pigeon, loup, c'est rigolo. Mr. Dance, comblé de nouvelles félicitations, se retira enfin. « Et maintenant, chevalier, dit le docteur. Et maintenant, Livesey, dit le chevalier juste en même temps. Chacun son tour, pas tous à la fois, plaisantant le docteur Livesey. Vous avez entendu parler de ce Flint, je suppose. Si j'ai entendu parler de lui, s'exclama le chevalier, vous osez le demander. C'était le plus atroce forban qui eût jamais navigué. Comparé à Flint, Barbe-Bleue n'était qu'un enfant. Les Espagnols avaient de lui une peur si excessive que, je vous le déclare, monsieur, il m'arrivait parfois d'être fier qu'il fût anglais. J'ai vu de mes yeux paraître ces huniers au large de l'île de Trinité, et le lâche fils d'Ivrognès qui commandait notre navire s'est enfui. Oui, monsieur, il s'est enfui et réfugié dans le port d'Espagne. Eh bien, moi aussi, j'ai entendu parler de lui en Angleterre, reprit le docteur. Mais ce n'est pas la question. Dites-moi, possédait-il de l'argent? S'il possédait de l'argent. Mais vous n'avez pas écouté l'histoire. Que cherchaient ces canailles, sinon de l'argent? De quoi s'inquiètent-ils, sinon d'argent? Pourquoi risquent-ils leur peau infâme, sinon pour de l'argent? C'est ce que nous allons voir, répartit le docteur. Mais vous prenez feu d'une façon déconcertante, et avec vos exclamations, je n'arrive pas à passer un mot. Laissez-moi vous interroger. En admettant que j'ai ici, dans ma poche, un indice capable de nous guider vers le lieu où Flint a enterré son trésor, croyez-vous que ce trésor serait considérable? S'il serait considérable, monsieur, il le serait tellement que si nous possédions l'indice dont vous parlez,
Je nolise un bâtiment dans le port de Bristol et je vous emmène avec Hawkins et j'aurai ce trésor dû sa recherche me prendra 1 an. Parfait. Alors donc, si Jim est conscient, nous ouvrirons le paquet. Et il le déposa devant lui sur la table. Vous avez vu, hein, il y a une alliance qui est en train de se faire entre les trois, entre Jim, le chevalier et le docteur, et il y a ce qu'on appelle une anaphore, c'est-à-dire qu'ils sont en train de prévoir leur départ à tous les trois. Parce qu'il le dit, si on possédait cette capacité de trouver l'indice, hop, on partirait tous les trois le chercher. C'est vachement bien construit ce bouquin. Donc, il déposa le paquet devant lui sur la table. Le paquet était cousu, ce qui força le docteur à prendre dans sa trousse ses ciseaux chirurgicaux pour en faire sauter les points et dégager son contenu, à savoir un cahier et un pli scellé. Scellé, c'est fermé avec de la cire. Voyons d'abord le cahier, dit le docteur. Celui-ci m'avait appelé auprès de lui, mon repas terminé, pour me faire participer au plaisir des recherches. Nous nous penchâmes donc, le chevalier et moi, par-dessus son épaule tandis qu'il ouvrait le document. On ne voyait sur sa première page que quelques spécimens d'écriture, comme on en trace la plume à la main, par désœuvrement pour s'exercer. J'y retrouvai le texte du tatouage, Billy Bones s'en fiche, et aussi Mr. Wade Pale Bones, First Officer. Donc Monsieur Willie Bones, premier officier. Il l'a eu au large de Palm Cay. Et d'autres bribes, c'est-à-dire des morceaux, principalement des mots isolés et dépourvus de signification. Je me demandais qui l'avait eu et ce qu'il avait eu, un coup de poignard dans le dos apparemment. Cela ne nous apprend pas grand-chose, dit le docteur Livesey en tournant le feuillet. Les 10 ou 12 pages suivantes étaient remplies par une singulière liste de recettes. Une date figurait à un bout de la ligne et à l'autre bout la mention d'une somme d'argent. Et comme dans tous les livres de comptabilité, mais entre les deux mentions, il n'y avait, en guise de texte explicatif, que des croix en nombre variable. Ainsi, le 12 juin 1745, une somme de 70 livres était nettement portée au crédit de quelqu'un, et 6 croix remplaçaient la désignation du motif. Par endroits, un nom de lieu s'y ajoutait, comme « au large de Caracas », ou bien une simple citation de latitude et longitude, par exemple 60 degrés est, 17 minutes 20 secondes, 19 degrés ouest, 2 minutes 40 secondes. Les relevés s'étendaient sur une vingtaine d'années. Les chiffres des recettes successives s'accroissaient à mesure que le temps s'écoulait et, à la fin, après 5 ou 6 additions fautives, on avait fait le total général avec ces mots en regard « Pour Bones, sa pelote ». Je n'y comprends rien. Ça n'a ni queue ni tête, dit le docteur. C'est pourtant clair comme le jour, s'écria le chevalier. Nous avons ici le livre de compte de ce noir scélérat. Ces croix représentent des vaisseaux coulés ou des villes pillées. Les sommes sont la part du bandit, et pour éviter tout équivoque, il ajoutait au besoin quelque chose de plus précis. Tenez, au large de Caracas, il s'agit d'un infortuné navire, capturé dans ces parages. Dieu ait pitié des pauvres gens qui le montaient. Ils sont réduits en corail depuis longtemps. Exact, dit le docteur. Voilà ce que c'est que d'être un voyageur, exact. Et tenez, plus il monte en grade, plus les sommes s'élèvent. En dehors de cela, le cahier ne contenait plus guère que les positions de quelques lieux notées sur les pages libres de la fin, et une table d'équivalence pour les monnaies françaises, anglaises et espagnoles. Quel homme soigneux, s'écria le docteur. Ce n'est pas lui qu'on aurait roulé. Et maintenant, reprit le chevalier à l'autre. Le papier avait été scellé en divers endroits, avec un dé en guise de cachet. Le dé même qui s'est trouvé par moi dans la poche du capitaine. Le docteur brisa avec précaution les sceaux de l'enveloppe, et il s'en échappa la carte du Nil, où figuraient latitude et longitude, profondeur, nom des montagnes, baies et passes, bref, tous les détails nécessaires à un navigateur pour trouver sur ses côtes un mouillage sûr. Un mouillage, c'est là où on peut ancrer le bateau pour qu'on soit tranquille. D'environ 9000 de long sur 5 de large, et figurant à peu près un lourd dragon dressé, elle offrait 2 havres, c'est-à-dire 2 positions de paix, bien abritées, et, vers son centre, un mont dénommé la Longue Vue. Il y avait quelques annotations, d'une date postérieure, en particulier
3 croix à l'encre rouge, dont 2 sur la partie nord de l'île et une au sud-ouest, plus, à côté de cette dernière, de la même encre rouge et d'une petite écriture soignée, sans nul rapport avec les caractères hésitants du capitaine, ces mots. Ici, le principal du trésor. Au verso, la même main avait tracé les instructions complémentaires. Grand arbre, contrefort de la longue vue, point de direction, nord-nord-est, quart nord. Île du squelette, est, sud-est, quart est. 10 pieds. Les lingots d'argent sont dans la cache nord, elle se trouve dans la direction du mamelon est, à 10 brasses au sud du rocher noir qui lui fait face. On trouvera sans peine les armes dans la dune de sable à l'extrémité nord du cap de la baie nord, direction est, quart nord. J, F. Rien d'autre. Mais tout laconique, c'est-à-dire qu'il ne dit pas grand-chose, qu'il était, est pour moi incompréhensible, ce document remplit de joie le chevalier et le docteur Livesey. Livesey, dit le chevalier, vous allez nous lâcher tout de suite votre stupide clientèle. Demain, je pars pour Bristol. En 3 semaines, que dis-je, 3 semaines, 15 jours, 8 jours, nous aurons, monsieur, le meilleur bateau d'Angleterre et la fleur des équipages. Hawkins nous accompagnera comme garçon de cabine. Vous ferez un excellent garçon de cabine, Hawkins. Vous, Livesey, vous êtes médecin du bord. Et moi, je suis l'amiral. L'amiral, c'est le nom qui veut dire qu'en fait, on dirige un bateau. C'est l'équivalent de général sur Terre. Nous emmènerons Redruth, Joyce et Hunter. Nous aurons de bons vents, une traversée rapide, pas la moindre difficulté à trouver l'endroit et de l'argent à gogo, à remuer à la pelle, à faire des ricochets avec, pour le restant de nos jours. Trelawney, répliqua le docteur, j'irai avec vous et je vous garantis que Jim en fera autant et ne rechignera pas à la besogne. Il n'y a qu'un seul homme qui m'inspire des craintes. Qui donc, monsieur? Nommez-moi ce coquin. C'est vous, riposta le docteur, car vous ne savez pas vous taire. Nous ne sommes pas les seuls à connaître l'existence de ce document. Ces individus qui ont attaqué l'auberge cette nuit, ces gredins audacieux et sans scrupules, et leurs compagnons restés à bord du chasse-marée, et d'autres encore, je suppose, pas bien loin d'ici, du premier au dernier, sont décidés à tout pour obtenir l'argent. Aucun de nous ne doit demeurer seul jusqu'au moment de l'appareillage. En attendant, Jim et moi, nous restons ensemble. Et vous, vous emmenez Joyce et Hunter pour aller à Bristol. Mais avant et par-dessus tout, pas un mot ne doit transpirer de notre découverte. Livesey, vous êtes la raison même. Je serai muet comme la tombe. Deuxième partie. Ah oui, parce qu'il y a plusieurs parties dans un livre, c'est ça qui est génial. Ça s'appelle en titre le maître coq. Alors, généralement, un maître coq, c'est quelqu'un qui s'occupe dans les cuisines, de faire des bonnes recettes, enfin de diriger son équipe. Donc, chapitre 7. Je me rends à Bristol. Donc, Bristol, en Angleterre, tout ça. Les préparatifs de notre appareillage furent plus longs que ne l'avait prévu le chevalier. Et pas un de nos projets primitifs, pas même celui de Dr. Livesey de me garder avec lui, ne se réalisa selon nos intentions. Le docteur fut obligé d'aller à Londres pour trouver un médecin à qui confier sa clientèle. Le chevalier était fort occupé à Bristol et je restais au château sous la surveillance du vieux Redruth, le garde-chasse. J'étais quasi prisonnier, mais la mer hantait mes songes, avec les plus séduisantes perspectives d'aventure en des îles inconnues. Des heures entières, je rêvais à la carte, dont je me rappelais nettement tous les détails. Assis au coin du feu, dans la chambre de l'intendant, j'abordais cette île, en imagination, par tous les côtés possibles. Je l'explorais dans toute sa superficie. J'escaladais à 1000 reprises la montagne dite Longue Vue et découvrais de son sommet des paysages aussi merveilleux que divers. Ah, le pouvoir d'imagination, ça a l'air génial quand même. Tantôt l'île était peuplée de sauvages qu'il nous fallait combattre, tantôt pleine d'animaux féroces qui nous pourchassaient. Mais aucune de mes aventures imaginaires ne fut aussi étrange et dramatique que devait l'être pour nous la réalité. Et hop, il vous annonce ce qui va se passer et que ça ne correspond pas du tout à ses rêves. Génial. Plusieurs semaines s'écoulèrent de la sorte. C'est long. Beaucoup de dodo, si vous préférez. Un beau jour arriva une lettre adressée au docteur Livesey avec cette mention. À son défaut, Tom Redruth ou le jeune Hawkins en prendront connaissance. Suivant cet avis, nous lûmes, ou plutôt je lus, car le garde-chasse n'était guère familiarisé qu'avec l'imprimé, les nouvelles importantes qui suivent.
Auberge de la Vieille Ancre, Bristol, ce 1er mars 1700 XX. On sait pas. Mon cher Livesey, ignorant si vous êtes de retour au château ou encore à Londres, je vous écris de la part et d'autres en double expédition. J'ai acheté et équipé le navire. Il est à l'ancre, prêt à pareiller. Vous ne pouvez imaginer goélette plus exquise. Un enfant la manœuvrerait. 200 tonneaux. Non, Hispaniola. Je l'ai eu par l'intermédiaire de mon vieil ami Brandley, qui s'est conduit là comme le plus étonnant des bons bougres. Ce merveilleux gars s'est dévoué littéralement à vos services. Et je dois dire que tout le monde dans Bristol en a fait autant, dès qu'on a eu vent du port vers lequel nous cinglons, c'est-à-dire le trésor. Redruth, dis-je, interrompant ma lecture, voilà qui ne plaira guère au docteur Livesey. Monsieur le chevalier, parlez pour finir. Eh mais, n'en a-t-il pas bien le droit, grommela le garde-chasse. Ce serait un peu fort que mon monsieur le chevalier doive se taire à cause du docteur Livesey, il me semble. Sur quoi je renonçai à tout commentaire et lus sans plus m'interrompre. C'est lui, Brandley, qui dénicha l'Hispaniola. Il manœuvra si admirablement qu'il réussit à l'avoir pour un morceau de pain. Il négocie quoi. Il y a dans Bristol une catégorie de gens excessivement prévenus comme Brandley. Ils vont jusqu'à déclarer que cette honnête créature ferait n'importe quoi pour de l'argent, que l'Hispaniola lui appartenait et qu'il me l'a vendu ridiculement cher. Calomnie est très évidente. Nul d'ailleurs n'ose contester les mérites du navire. Oui, enfin bref, il s'est fait arnaquer quoi. Jusque-là, pas une anicroche. Les ouvriers gréeurs, alors les gréeurs c'est celui qui font les gréements, c'est-à-dire qui s'occupent de vérifier les cordages et de les faire si jamais ils sont abîmés. Et d'autres étaient, il est vrai, d'une lenteur assommante. Mais le temps y a porté remède. Mon vrai souci concernait l'équipage. Je voulais une bonne vingtaine d'hommes. En cas de rencontre avec des indigènes, des forbans ou ces maudits français. Et je n'avais eu une peine du diable à en recruter une pauvre demi-douzaine lorsqu'un coup de chance des plus remarquables me mit en présence de l'homme qu'il me fallait. Oui, parce que les Français et les Anglais, en fait, ils se font la guerre à l'époque. Et surtout maritimement. Je liais conversation avec lui par un pur hasard. Comme je me trouvais sur le quai, j'appris que c'était un vieux marin qui tenait un cabaret et connaissait tous les navigateurs de Bristol. Il en devenait malade de rester à terre et n'attendait qu'un bon engagement de maître coq pour reprendre la mer. C'était, me conta-t-il, pour aspirer un peu l'air salin qu'il s'était traîné jusque-là ce matin. Je fus excessivement touché. Vous l'auriez été vous-même. Et par pure compassion, je l'enrôlai sur le champ comme maître coq du navire. Il s'appelle Long John Silver, et il lui manque une jambe. Mais c'est à mes yeux un mérite, car il l'a perdu en défendant son pays sous les ordres de l'immortel Hawke. Et il n'a pas de pension, Livesey, c'est-à-dire qu'il n'a pas de salaire. Songez en quelle abominable époque nous vivons. Eh bien, monsieur, je croyais avoir tout simplement trouvé un cuisinier, mais c'est tout un équipage que j'avais rencontré. À nous deux, Silver et moi, nous recrutâmes un peu de jour une troupe des plus solides violos de mer qu'on puisse imaginer. Pas jolis, mais en juger par leur mine, des gars d'un courage à toute épreuve. Je vous garantis que nous pourrions résister à une frégate. Une frégate, c'est un bateau de guerre. Même Long John se débarrassa de 2 hommes sur les 6 ou 7 que j'avais déjà retenus. Il démontra sans peine que c'était là de ces marins d'eau douce qu'il nous fallait précisément craindre dans une sérieuse occurrence. Je suis d'une humeur et d'une santé admirable. Je mange comme un ogre, je dors comme une souche, et malgré cela, je n'aurai pas un moment de répit avant de voir mes mieux maturins virer au cabestan. Au large, qu'importe le long trésor, c'est la splendeur de la mer qui m'a tourné la tête. Allons donc, Livesey, faites diligence, pressez-vous, et venez sans perdre une heure si vous êtes mon ami. Que le jeune Hawkins aille tout de suite voir sa mère sur la garde de Redruth, et puis que tous les deux gagnent Bristol au plus vite. John Trelawney. Post-scriptum, c'est-à-dire ce qui vient après. J'oubliais, Brandley, entre parenthèses, si nous ne sommes pas rentrés à la fin d'août, il doit envoyer une conserve à votre recherche. Brandley, dis-je,
nous a trouvé un chef navigateur excellent, un type dur. Ce que je regrette, mais sous tous les autres rapports, une vraie perle. Long John Silver a déniché comme second un homme très capable, nommé Harrow. Et en anglais, Harrow, ça veut dire flèche. D'où la série. J'ai un maître d'équipage qui sait jouer du sifflet. Ainsi, Livesey, tout ira comme sur un vaisseau de guerre à bord de notre excellente Hispaniola. Encore un détail. Silver est un personnage d'importance. Je sais de sources certaines qu'il a un compte en banque et qu'il n'a jamais dépassé son crédit. Il laisse son cabaret aux soins de sa femme et celle-ci, étant une négresse, deux vieux célibataires comme vous et moi sont autorisés à croire que c'est à cause de sa femme et non seulement pour sa santé qu'il désire à nouveau courir le monde. GT. PPS. Post-scriptum. Hawkins peut passer 24 heures chez sa mère. On peut imaginer l'enthousiasme où je me jeta cette lettre. Je ne me connaissais plus de joie. Je voyais avec un mépris souverain le vieux Tom Redruth qui ne savait que geindre et récriminer, c'est-à-dire râler. Tous les gardes-chasse en second, sans exception, auraient volontiers pris sa place, mais tel n'était pas le bon plaisir du chevalier, lequel bon plaisir faisait la loi parmi eux. Même nul autre que ce vieux Redruth ne se fut hasardé à murmurer. Le lendemain matin, nous fîmes la route à pied, lui et moi, jusqu'à l'amiral Benbow, où je trouvai ma mère, bien portante et gaie. Le capitaine, qui nous avait tant et si longtemps persécutés, s'en était allé là où les méchants ne peuvent plus nuire. Le chevalier avait tout fait réparer dans l'auberge et repeindre l'enseigne, et le débit où il avait ajouté quelques meubles, entre autres un bon fauteuil pour ma mère à son comptoir. Il lui avait trouvé aussi un gamin comme apprenti, si bien qu'elle ne resterait pas seule durant mon absence. C'est à la vue de ce garçon que je commençais à comprendre ma situation. Jusque-là, j'avais pensé uniquement aux aventures qui m'attendaient et non à la demeure que je quittais. Il part de chez maman, début du voyage initiatique. Et ouais, comme dans les cours en français, génial, tout est lié. Aussi, en voyant ce gauche étranger destiné à tenir ma place auprès de ma mère, j'eus ma première crise de larmes. J'ai bientôt peur d'avoir fait une vie de chien à ce garçon car, étant 9 heures au travail, il m'offrit 1000 occasions de le réprimander et de l'humilier et je ne manquai pas d'en profiter. La nuit passa et le lendemain après dîner, Redruth et moi nous remîmes en route. Je dis adieu à ma mère, à la crique où j'avais vécu depuis ma naissance et au cher vieil amiral Benbow. Un peu moins cher toutefois depuis qu'il était repeint. L'une de mes dernières pensées fut pour le capitaine, lui qui avait si souvent rôdé sur la grève avec son tricorne, sa balafre et sa vieille lunette de cuivre. Un instant plus tard, nous prenions le tournant, et ma demeure disparaissait à mes yeux. Vers le soir, la malle-poste nous prit au Royal George, sur la Londe. J'y fus coincé entre Redruth et un vieux monsieur, mais en dépit de notre course rapide et du froid de la nuit, je ne tardai point à m'assoupir, et dormis comme une souche, par monts et par vaux, et de relais en relais. Une bourrade dans les côtes me réveilla enfin, et je m'aperçus en ouvrant les yeux qu'il faisait grand jour et que nous étions arrivés en face d'un grand bâtiment dans une rue de ville. Où sommes-nous demandai-je. À Bristol, répondit Tom. Descendez. Mr. Trelawney avait pris pension à une auberge située au bout des bassins, pour mieux surveiller le travail à bord de la goélette. Il nous fallut marcher jusque-là, et j'eus le grand plaisir de longer les quais où il s'alignait une multitude de bateaux de toutes tailles, formes et nationalités. Sur l'un, des matelots accompagnaient leur besogne en chantant. Sur un autre, il y avait des hommes suspendus à des cordages, minces en apparence comme des fils d'araignée. Bien que j'eusse passé toute ma vie sur la côte, il me semblait n'avoir jamais connu la mer jusqu'à présent. L'odeur du goudron et du sel était pour moi une nouveauté. Alors le goudron c'est normal parce qu'en fait, ils étanchéifiaient les coques et les cales avec du goudron pour éviter qu'en fait l'eau ne passe dans les interstices des planches. Je vis des figures de proue, c'est-à-dire le devant du bateau, étonnantes, qui avaient toutes parcouru des océans lointains. Je vis aussi beaucoup de vieux marins, avec des anneaux aux oreilles, des favoris bouclés, des catogans des vestes, goudronneux, à la démarche lourde et importante. J'aurais eu moins de plaisir à voir autant de rois et d'archevêques, et j'allais moi aussi naviguer sur une goélette avec un maître d'équipage qui jouerait du sifflet
et des marins à catogan qui chanteraient, naviguer vers une île inconnue à la recherche de trésors enfouis. J'étais comme plongé dans ce songe lorsque nous nous trouvâmes soudain en face d'une grande auberge et nous en vîmes sortir monsieur le chevalier Trelawney, vêtu comme un officier de marine, en habit gros bleu, qui vint à notre rencontre d'un air épanoui et imitant à la perfection l'allure d'un marin. Ah, vous voici, s'écria-t-il. Et le docteur qui est arrivé de Londres hier soir, bravo. L'équipage est au complet. Oh, monsieur, m'exclamai-je, quand partons-nous? Quand nous partons? Nous partons demain.